Le diagnostic différentiel des adénopathies superficielles et principalement cervicales est toujours un défi pour la pratique courante en pédiatrie. Il existe au moins 9 types d'affections déroutant le diagnostic positif. La clinique n'est pas toujours suffisante pour trancher, les explorations paracliniques, l'échographie en l'occurrence, permettent d'apporter la clé du diagnostic. Le lipome est la tumeur adipocytaire la plus fréquente dans la population pédiatrique, représentant plus de 50% des cas de tumeurs graisseuses. Il est cependant peu fréquent au cours des 2 premières décennies de la vie et beaucoup moins fréquent que chez l'adulte, à l'exception du lipome sacré associé à un dysgraphisme rachidien. Le lipome chez l'enfant est généralement localisé superficiellement avec des prédilections pour le tronc, la tête et le cou. Les lésions profondes et intramusculaires sont rares chez l'enfant. Il n'y a pas de prédilection sexuelle dans le lipome solitaire. Le kyste du canal ou tractus thyréoglosse est une poche dans la partie antérieure du cou, qui est remplie de liquide. C'est un défect congénital. Il est formé à partir des tissus restants du développement de la glande thyroïde. Bien que le kyste soit présent à la naissance, il n'est souvent pas détecté avant l'âge de 2 ans. Plusieurs aspects clinico-évolutifs sont observés, illustrés dans cette présentation. L'examen de référence permettant le diagnostic et l'échographie, elle permet d'obtenir une vision en 2 dimensions des tissus sous la peau et de caractériser l'aspect du kyste, dur, mou, liquidien. Cet examen permet aussi de vérifier la présence de la thyroïde en position normale. En effet, bien que cela soit rare, le seul tissu thyroïdien restant peut être représenté par le kyste, ce qu'on appelle une thyroïde ectopique. Pratiquer l'ablation chirurgicale du kyste peut alors exposer à un traitement substitutif par hormone thyroïdienne toute la vie. Il faut donc le savoir avant pour vous en informer. Le scanner ou l'IRM n'ont pas d'intérêt. Le kyste d'inclusion de la ligne médiane antérieure du cou, MANIC, a récemment été rapporté dans la littérature, dans une étude de cas de cette patient présentant une anomalie identique présente depuis la naissance. Dans les cas rapportés, MANIC n'était pas associé à des anomalies internes sous-jacentes telles que des fistules ou des trajets sinusaux. La clé du diagnostic est l'examen anatomopathologique. Point clé sur les kystes dermoïdes chez les enfants. Un kyste dermoïde est présent dès la naissance. Cela se produit lorsque les couches de peau ne poussent pas ensemble comme elles le devraient. Cela se produit in utero, il peut se produire n'importe où sur le corps, dans la région cervicale. Le diagnostic différentiel se fait avec les adénopathies, ce sont de petites bosses souvent indolores. Ils sont souvent diagnostiqués en fonction de leur apparence et de leur emplacement. Le lymphangiome kystique est une tumeur vasculaire, bénigne, rare, d'origine lymphatique. La forme principale est représentée par le lymphangiome cervico-facial congénital de l'enfant. Sa pathogenèse est inconnue. Cette malformation congénitale du système lymphatique est composée de formations kystiques développées à partir d'endothélium lymphatique et remplies de lymphe et de sang. Une masse solide suivant le trajet du muscle sternocléidomastoïdien, chez un nourrisson fait suspecter un fibromatosis coli, hypertrophie musculaire d'étiologie incertaine, diagnostiquée rapidement après la naissance, à l'origine d'une attitude vicieuse en torticolis. L'échographie n'est pas indispensable, elle confirme la situation intramusculaire de la masse et permet de rassurer. L'âge moyen était de 14 ans avec des extrêmes de 6 à 17 ans, la prédominance féminine était nette, les antécédents familiaux de goitre ont été notés chez 5 patients, les circonstances de découverte étaient, la tuméfaction basicervicale dans 31 cas, fortuite dans un cas et des adénopathies cervicales dans un autre cas, il s'agissait d'un goitre multinodulaire dans 11 cas et d'un nodule unique dans 22 cas. La taille moyenne des nodules était de 32 mm, le bilan hormonal thyroïdien a montré une hyperthyroïdie dans un cas, une hypothyroïdie dans un cas et était normal dans le reste des cas. Tous les patients ont été opérés. L'examen anatomopathologique a conclu à 2 cas de thyroïdite de Hashimoto, un cas de goitre basse-dovifié, un cas de kystidatique intrathyroïdien, 7 cas de carcinome papillaire et 22 cas d'adénome vésiculaire. Le risque potentiel de malignité chez l'enfant est de 25%, la prise en charge d'un nodule thyroïdien est une urgence.
La phlébectasie est une affection qui signifie la dilatation de la veine sans tortuosité. Lorsqu'il y a dilatation avec tortuosité, on parle de varice. La phlébectasie des veines jugulaires se présente comme un gonflement kystique doux dans le cou pendant l'effort. La phlébectasie jugulaire interne congénitale est une entité rare. Le diagnostic doit être évoqué devant une masse cervicale présente depuis l'enfance et agrandie par des manœuvres augmentant la pression intrathoracique, comme la manœuvre de Valsalva. Le diagnostic doit être confirmé par imagerie. La chirurgie n'est indiquée qu'en présence de complications. Kyste de la deuxième fente branchiale, il s'agit du kyste de la fente branchiale le plus courant, représentant environ 40 à 95% des anomalies bronchiales. Le point lacrymal externe se trouve en avant et en dedans du sternocléidomastoïdien, sur la peau du cou. Les kystes bilatéraux de la deuxième fente branchiale peuvent être associés au syndrome bronchio-otorénal. L'évolution d'un deuxième sinus de fente branchiale est la suivante. L'ouverture externe est située sur la peau du cou comme décrit ci-dessus, la fistule se déplaçant profondément vers le platysma puis passant entre les carotides internes et externes, circulant superficiellement vers les nerfs glossopharyngiens et hypoglosse, avant de se connecter à la fosse amygdalienne. Les kystes ou les sinus de la deuxième fente branchiale peuvent exister n'importe où le long de ce trajet.